Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à cette formation en ligne consacrée à l'utilisation du dispositif Myolux Evolution, un outil qui a été conçu et développé pour l'évaluation et pour la rééducation, on va dire, de la protection active de l'articulation de la cheville et de l'extrémité inférieure de la jambe. Donc pour cette présentation, eh bien, nous serons deux, Benjamin qui est ingénieur biomécanicien, et puis en ce qui me concerne, Pascal Toski, qui sera là pour vous parler plutôt des aspects de terrain et comment on utilise au mieux ce dispositif dans la pratique en cabinet. La session va se dérouler de la façon suivante. Nous avons tout d'abord une présentation par diaporama qui va durer à peu près une quarantaine de minutes. Ensuite, nous aurons la possibilité d'échanger entre nous. Donc, je vous invite à tout de suite poser vos questions sur la partie questions qui se trouve en bas et à droite de votre écran. Comme ça, nous allons les collectionner et puis on pourra débattre à ce sujet à la fin de cette présentation. Et puis, en tout dernier lieu, lorsque vous quitterez la session, vous aurez un petit questionnaire. Et merci d'y prêter quelques secondes d'attention pour nous permettre de faire eh bien, progresser cette formation en ligne. Alors, si on revient tout de suite à notre sujet, la cheville et la cheville instable, puisque c'est le problème de ces récidives d'entorse. Donc cette cheville instable, eh bien, nous allons tout d'abord la positionner dans son contexte. Donc contexte qui est avant tout la quantité importante d'entorse de cheville que vous connaissez. Mais avant tout, je vais laisser la parole à Benjamin qui va vous indiquer quelques informations pour suivre dans les meilleures conditions possibles cette présentation. Oui, bonsoir à tous. Simplement pour vous signaler que ce webinaire est enregistré, donc vous aurez tout le loisir, si vous désirez de revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de Myolux. Et donc, si jamais vous ratez quelques épisodes, pas de souci, vous pourrez revoir ça plus tard. Et deuxième chose, normalement, il n'y aura aucun souci pour voir les vidéos, mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à les voir, c'est simplement que vous êtes en mode plein écran. Donc il suffira de cliquer sur le petit bouton entouré en rouge à l'écran pour sortir du mode plein écran et voir les vidéos. Mais normalement, étant donné que les vidéos sont intégrées à la présentation, il n'y aura aucun souci pour les voir. Et encore une fois, si jamais vous avez des soucis de vidéo, essayez plutôt de suivre le déroulé de la présentation, puisque, étant donné que le webinaire est enregistré, vous pourrez revoir ça un peu plus tard. Voilà, merci Benjamin. Donc si on revient sur ces entorses de cheville, hein, pathologie la plus fréquente, vous le savez, traumatique au monde. Et donc cette pathologie, eh bien, avec des chiffres impressionnants, voilà, ils sont clairement acquis maintenant, vous les connaissez tous. Il est important de connaître le taux de récidive, il est important de connaître le coût généré à la collectivité, et puis surtout, eh bien, savoir que la multitude d'épisodes d'entorse va progressivement amener le patient à des handicaps et parfois à des solutions chirurgicales qui seront lourdes et parfois laissant probablement des séquelles sur la fonction de ce patient. Nous allons quand même aborder à l'occasion de cette première session, voilà, nous allons pouvoir aborder à partir de cette présentation, eh bien, tout d'abord, cette dernière publication qui a été faite en décembre 2016, et cette publication eh bien, est intéressante puisque, d'une part, elle a permis de voir collaborer, excusez-moi, j'ai un petit problème technique, voilà, je vais régler ça. Donc elle a permis de voir collaborer d'une part les chercheurs de l'Université de Savoie, Romain Terrier et Nicolas Forestier, et puis également nos amis suisses, puisque nous sommes en Savoie, donc à proximité de la Suisse, et nos amis suisses avec eh bien, des spécialistes de l'isocinétisme que sont Degache, que sont Fourchet,
et puis également la participation du docteur Gozanovic, qui nous a aidé dans cette publication. Donc cette publication, elle est importante parce que elle nous permet d'aller comparer ce qui est normalement reconnu comme l'outil de référence, l'appareil isocinétique, et qui est là pour aller tester la production de force des muscles éverseurs. Et le problème, quand on le remet dans son contexte, c'est de voir qu'il n'y a pas de consensus très fort quant à la capacité de détecter une instabilité de cheville uniquement sur la performance isocinétique des éverseurs. Donc à partir de là, eh bien, l'équipe de chercheurs a voulu comparer le test isocinétique avec celle d'un test fonctionnel original qui est allé comparer une cohorte de sujets sains et également des sujets instables pour pouvoir mettre en évidence une éventuelle faiblesse des éverseurs. Lorsque l'on regarde les résultats sur ces différents sujets qui ont été testés de façon totalement aléatoire et en double aveugle, eh bien, les tests isocinétiques nous permettent de mettre en évidence qu'il n'y a pas de différence significative entre les sujets sains et les sujets qui sont porteurs d'une instabilité chronique de cheville. En d'autres termes, l'isocinétisme ne peut pas uniquement sur son résultat nous assurer que le patient est véritablement un patient instable. Par contre, à l'opposé, le test fonctionnel utilisé par le dispositif Myolux Evolution en charge, en situation prélésionnelle en quelque sorte, eh bien, lui a une capacité discriminative très importante et il nous permet effectivement de révéler la capacité de mettre en évidence une capacité altérée de contrôle de l'inversion en charge. Donc ce test, eh bien, il est particulièrement intéressant pour plusieurs éléments. Le premier, c'est tout d'abord d'avoir une discrimination de qualité quant à cette faiblesse des éverseurs en situation fonctionnelle, qui est la situation dans laquelle va se produire l'entorse, hein, il faut bien le rappeler. Il est d'un coup particulièrement intéressant par rapport à ce que peut présenter l'achat d'un appareil isocinétique. Et puis c'est un test qui peut être fait aussi bien en cabinet que sur le terrain. Donc des avantages indéniables. Et en ce qui concerne l'appareil isocinétique, eh bien, ce qu'il est souvent reproché dans le domaine de l'évaluation de la cheville des éverseurs, c'est tout d'abord ne pas être en situation fonctionnelle. Hein. Nous avons notre patient en décharge, situation qui est en chaîne cinétique ouverte, et puis qui est amené à faire beaucoup de compensations, et c'est peut-être la raison pour laquelle la littérature n'arrive pas à trouver un consensus, puisque on a grosso modo autant d'études qui viennent montrer qu'un instable chronique a un déficit des inverseurs, et autant d'études de l'autre côté qui nous dit que, eh ben, il n'y a pratiquement pas de déficit de force chez les gens qui sont instables chroniques. Donc voilà un petit peu ce qui est intéressant à mettre en évidence. Et écoutez, je vous invite, si vous le souhaitez, à lire cette étude, et nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous faire parvenir l'article original. Pour information, cette étude a été détaillée bien plus en détail, excusez-moi, du détail qui insiste, mais cette étude a été présentée à une précédente académie de la cheville par Romain Terrier, qui est un co-signataire de l'étude, et vous pouvez la retrouver, elle a été faite le 31 janvier, vous pouvez la retrouver toujours sur la chaîne YouTube, sur le lien qui s'affiche à votre écran. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir le diaporama et vous pourrez eh bien, vous y référer sans aucun problème dès demain probablement. Alors, en ce qui concerne la rééducation telle qu'elle a été mise en place depuis de nombreuses années, hein, essentiellement depuis cinquantaine d'années maintenant, eh bien, on a deux versants dans cette boucle sensorimotrice, un versant proprioceptif qui est essentiellement prise en charge par l'intermédiaire des plateaux instables ou des surfaces à déstabilisation multidirectionnelle que vous connaissez bien. Et puis de l'autre côté, eh bien, dans le versant moteur, nous avons des techniques qui sont des techniques soit de renforcement musculaire
résistance faite par les thérapeutes, par une levée d'inhibition par l'électrostimulation, et puis parfois quelques apports comme des résistances élastiques qui nous permettent d'aller solliciter les muscles inverseurs. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les plus gâtés d'entre vous, parce que je n'ai pas la chance d'avoir un appareil isocinétique de ce type-là, eh bien, pour les plus gâtés, il y a la possibilité d'avoir un appareil isocinétique pour faire du renforcement musculaire. Donc, cette boucle qui a été traitée de cette façon-là, lorsque l'on va faire une analyse de la bibliographie et que l'on regarde les études qui se sont un peu penchées sur les capacités de ce type de rééducation à venir prévenir en quelque sorte les récidives contre les entorses de cheville, eh bien il faut se rendre à l'évidence, et c'est la conclusion de Postol dans sa fameuse méta-analyse de 2012, eh bien qu'il n'y a pas de différence significative quant à la protection contre les récidives d'entorse entre les patients qui ont été rééduqués avec ce traitement, on va dire, classique, et ceux qui n'ont pas été. Donc ça pose une véritable question, et à partir de là, eh bien, une équipe de chercheurs composée de kinésithérapeutes et de chercheurs universitaires ont essayé de développer un concept et essayer d'apporter une solution qui pouvait être un peu plus pertinente quant à la prise en charge de ces instabilités de cheville. Donc ce concept, il se base sur deux caractéristiques principales. C'est tout d'abord une déstabilisation localisée au niveau de l'arrière-pied et qui essaye d'être au plus proche de la physiologie, hein, c'est-à-dire qu'il essaye de suivre l'axe de Henke du mieux possible, et aussi une possibilité d'ancrage métatarsien. Ces deux composantes sont très importantes pour la prise en charge de la rééducation sensorimotrice. C'est ce qu'on va voir juste après, puisque le concept MULUX s'inscrit dans la rééducation sensorimotrice avec trois piliers majeurs: le renforcement proprioceptif, le renforcement musculaire et à la locomotion, la reprogrammation neuromusculaire avec la proactivation. Sur le versant proprioceptif, on sait depuis les travaux d'Ivanenko puis de Kiers que les plateaux à déstabilisation multidirectionnelle ne permettent pas de cibler spécifiquement les propriocepteurs de la cheville, puisque la déstabilisation est trop importante pour être prise en charge au niveau de la cheville. On a ce qu'on appelle une reponération proprioceptive, et c'est plutôt les capteurs lombaires qui vont faire le travail. Si on veut cibler spécifiquement la proprioception de la cheville, il faut deux composantes principales qui viennent d'être énumérées: un ancrage métatarsien pour permettre aux patients de s'équilibrer et de générer des forces de réaction au sol, et puis une déstabilisation autour de l'arrière-pied qui reproduit le mouvement d'inversion, puisqu'on sait qu'il y a un codage vectoriel au niveau des propriocepteurs. Donc il faut vraiment être au plus proche de la physiologie pour stimuler ces capteurs proprioceptifs. Sur une petite animation qui va arriver juste maintenant, on voit comment mettre en évidence le travail proprioceptif. Quand un patient a un déficit proprioceptif, on a un manque de réactivité quand il est déstabilisé avec le dispositif MULUX. Manque de réactivité, il a du mal à revenir en position neutre. On voit après, quand il développe ses capacités proprioceptives, il est beaucoup plus réactif, et face à la déstabilisation latérale, eh bien, il arrive très rapidement à se repositionner et à jouer en quelque sorte avec la déstabilisation. Sur le versant musculaire, ce que l'on sait, c'est qu'il faut cibler spécifiquement les muscles éverseurs. Et ça, c'est pas forcément évident, puisqu'il y a beaucoup de compensations qui peuvent se mettre en place. Donc les paramètres importants à maîtriser lorsqu'on veut faire du renforcement des muscles fibulaires, c'est de cibler spécifiquement le groupe musculaire en question, hein, donc les fibulaires. Il faut travailler sur toute l'amplitude articulaire, puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas de transfert de force entre les différentes courses musculaires. Il faut travailler en situation écologique, c'est-à-dire en charge, puisque on se fait des entorses avec le poids du corps sur la cheville. Donc c'est important de pouvoir travailler dans cette situation-là. On va le voir sur cette petite animation. Un patient qui a un déficit défibulaire en excentrique, il ne va pas arriver à retenir le mouvement d'inversion. À l'inverse, en concentrique, le mouvement d'éversion, eh bien, il ne va pas être explosif. C'est comme ça qu'on arrive à repérer les déficits. Déficit excentrique, le pied qui chute, on va le voir, voilà, ou en dents de scie comme on le voit.
et puis en concentrique, des patients qui n'arrivent pas à être explosifs à la remontée. Quand on a une bonne performance musculaire des fibulaires, eh bien, on arrive à faire ce mouvement d'inversion, à retenir la chute du pied en inversion, et en concentrique, pardon, au mouvement d'éversion, on arrive à être explosif. C'est important, il faut privilégier surtout le mode excentrique, puisque c'est le mode qui nous permet de protéger les mécanismes mésoniels. Et puis on sait aussi qu'il y a un transfert de force qui s'effectue entre l'excentrique vers le concentrique, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc en rééducation, le mode excentrique est plutôt à privilégier. Le dernier pilier de la rééducation sensorimotrice, c'est la reprogrammation de l'activation anticipée des éverseurs. C'est la fameuse proactivation des fibulaires. Patients qui sont en instabilité chronique de cheville, souvent n'ont plus la capacité à activer les fibulaires avant la pose du talon. Ce qui fait que lorsque le pied arrive au sol, eh bien, la cheville n'est pas verrouillée et donc potentiellement il y a risque de traumatisme. L'idée de la reprogrammation, c'est d'arriver à activer ces fibulaires quelques millisecondes avant la pose du talon, environ 70 millisecondes avant la pose du talon, pour prendre en charge le délai électromécanique et faire en sorte qu'une fois que le talon ou l'avant-pied est au sol, eh bien, on ait des fibulaires activés qui protègent le pied du moment d'inversion. Alors, une petite aparté sur l'aspect clinique. Donc, vous avez vu les aspects scientifiques, effectivement, qui sont nécessaires pour développer un concept et sa potentielle capacité à venir être efficace en termes thérapeutiques. Et puis, il y a également le versant clinique qui vient prouver des effets réels quant à l'objectif que l'on se fixe. Donc, dans ce domaine, une étude a été faite en 2012, publiée dans le journal Traumatologie du sport. Et ce qui a été mis en évidence à cette occasion, sur une cohorte de 66 patients qui a été suivie pendant plus de 7 ans, il a été montré que lorsque les patients utilisaient le dispositif Myolux uniquement pendant les séances de rééducation, c'est-à-dire pendant les 10 séances qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, eh bien, lorsqu'ils repartaient dans la nature, il s'avère que parmi ces patients, 12% étaient des patients qui allaient faire une récidive d'entorse de la cheville. Alors, qui est un taux quand même plus intéressant que celui qui est classiquement mis en avant dans la littérature, qui est plutôt de l'ordre de 50%. Et ce 12%, effectivement, étaient souvent des gens qui avaient des antécédents importants, qui étaient restés stabilisés pendant 15 à 18 mois, et puis à partir de ce délai de 18 mois, eh bien, on recommençait à faire des récidives. Donc à partir de là, on a décidé de mettre en place un entretien, un entraînement régulier pour venir entretenir ce qui a été fait pendant les séances de rééducation. Et le patient a été amené soit à revenir en cabinet, soit à utiliser le dispositif Myolux Soft qui avait été développé pour cette occasion. Et à partir de là, eh bien, le taux de récidive va chuter de façon très significative, puisque le résultat que vous voyez était un résultat de 3% de récidive sur cette cohorte qui a été suivie, je vous le dis, pendant plus de 7 ans. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de cette première présentation, c'est les déstabilisations multidirectionnelles ne sont pas capables de venir cibler la cheville sur son mode proprioceptif, puisque clairement montré par les études internationales, étant plus centré sur la proprioception de la hanche ou la proprioception de la région lombaire. Et puis deuxièmement, ce qui est important, c'est pouvoir mettre le patient le plus dans une situation fonctionnelle, c'est-à-dire en quelque sorte le mettre devant l'entorse qui est en train de se développer. Et c'est dans ces conditions qu'on sera le plus à même de mettre en place les stratégies de protection. Et puis ensuite, comme vous le voyez, ce travail qui vous a été présenté représente beaucoup d'années de recherche, d'énergie et d'efforts. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que les publications qui ont été initiées, entre autres au laboratoire de physiologie de l'exercice de l'Université de Savoie, sont reprises maintenant par de nombreux chercheurs canadiens, japonais, américains, et qui nous permettent de valider ce concept sur son aspect scientifique.
Donc depuis 2016, comme vous le savez peut-être, il y a eu un nouveau dispositif qui est apparu, c'est le Mulux Medic Evolution, qui permet en fait d'intégrer les technologies de l'e-santé à la disposition des kinésithérapeutes. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est Mulux Medic Evolution? C'est un système complet, intuitif. En neurophysiologie, on parle d'affordance. L'affordance, c'est rendre simple quelque chose qui à l'origine est plutôt compliqué, pour permettre de diagnostiquer et de rééduquer avec un biofeedback. Les deux aspects sont importants. On a un aspect chiffrage des performances proprioceptives et musculaires pour le thérapeute, et puis il y a l'aspect rééducation avec biofeedback pour le patient. Et vous le voyez à l'écran, l'écran principal, ça se présente sous forme de radar, avec des performances plutôt sur le versant proprioceptive en vert, et puis des performances sur le versant musculaire en gris. Et l'idée, c'est de construire un peu les radars de performance du patient. Plus le radar, là on est en couleur saumon, va être étendu, plus les performances sont bonnes. Plus le radar est restreint au centre de la toile, plus les performances sont faibles. Donc, je le disais, un système de mesure objective qui repose sur des algorithmes pour créer une application, mais surtout l'idée, c'est de faire appel à des paramètres qui sont pertinents et discriminants pour diagnostiquer des déficits sur le versant proprioceptif et sur le versant musculaire. L'idée, ça a été de valider des paramètres qui sont vraiment pertinents dans chaque domaine. Et donc l'ensemble se constitue d'une tablette tactile avec une application dédiée, un capteur, en l'occurrence une centrale inertielle, qui vient prélever des données au niveau de l'arrière-pied, et le tout grâce à l'intermédiaire d'un chausson biomécanique qui reproduit le mouvement en torse et qui permet un ancrage métatarsien. Cet outil, pour le thérapeute, comme je viens de le dire, l'intérêt principal est de pouvoir diagnostiquer de manière objective les performances proprioceptives et musculaires, et entre autres repérer les déficits fonctionnels qui sont générateurs d'instabilité. Identifier l'origine, si c'est plutôt sur le versant proprioceptif ou sur le versant musculaire, et ainsi pouvoir adapter le contenu des séances. On peut également faire un suivi très précis tout au long des séances et voir un peu les progrès qui ont été réalisés. Et enfin, le fait d'avoir une interface tactile avec une application facilite grandement la passation des consignes et l'autonomie du patient. Pour le patient, l'intérêt c'est d'avoir du biofeedback. Le biofeedback, il a plusieurs vertus, et entre autres, il permet de mieux comprendre l'exercice et de mieux s'approprier les consignes que veut faire passer le thérapeute. Là encore, on peut utiliser le principe d'affordance sur certains exercices, quelque chose qui peut être compliqué à réaliser d'un premier abord, en fait, va devenir plus facile puisque l'on est guidé par l'application et par le feedback. Et une dernière chose qui est important aussi dans le cadre de l'éducation, c'est d'entretenir la motivation. Et le fait d'avoir un aspect ludique, entre guillemets, permet d'impliquer plus le patient dans sa éducation, et le fait de pouvoir illustrer ses performances, eh bien, le motive aussi. Donc voilà pour cette petite partie. Simplement, un Mulux Evolution, c'est une version connectée où on vient amener du feedback qui permet aux patients de mieux comprendre les consignes et d'entretenir la motivation. Et puis pour le thérapeute, on a aussi l'aspect diagnostic, chiffrage des déficits, chiffrage des performances, qui permet d'adapter le contenu des séances, de suivre la progression et de mettre aussi l'accent sur la communication entre les différents acteurs de la chaîne thérapeutique. Très rapidement encore, pour voir les fonctions générales de l'application, donc sur l'écran d'une tablette, vous avez une application Mulux dédiée, avec à l'intérieur donc un écran d'accueil que j'ai déjà un peu détaillé, avec un radar qui permet d'un coup d'œil de voir les performances sur versant proprioceptif et musculaire. Plus vous êtes proche des sommets de l'hexagone, plus les performances sont importantes, moins vous êtes proche, plus il y a de déficits. Très rapidement, vous avez accès à les kinésithérapeutes ont accès à un espace sécurisé avec un code qui permet d'accéder aux fiches patients. Là, vous pouvez créer tous les patients de votre patientèle, et pour chaque patient, la possibilité d'ajouter des prescriptions, et à l'intérieur des prescriptions, toutes les séances que vous avez à faire. Et de la sorte, vous avez vraiment un suivi séance par séance de le contenu des séances qui a été réalisé par le patient. Une fois que vous avez
fait ce que vous aviez à faire dans les fiches patients, vous pouvez vous déconnecter, et donc si vous laissez le patient en autonomie, il n'aura évidemment plus accès à ces données. Donc cela, bien sûr, c'était fait pour assurer la confidentialité des données. On va passer maintenant à quelque chose de plus concret, qui est la présentation d'un cas clinique, un patient, avec le diagnostic et le protocole de rééducation et test avec le dispositif Evolution. Alors là, on est plutôt dans un protocole de rééducation en pathologie fraîche, lorsqu'un patient vient d'avoir une entorse de la cheville. Donc dans un premier temps, effectivement, il faut respecter les aspects douleur, œdème, et puis permettre la cicatrisation ligamentaire. Et puis lorsque le patient sera en état de pouvoir le faire et qu'on n'aura pas de contre-indication médicale, eh bien on va pouvoir commencer à faire un bilan qui va dans un premier temps s'intéresser à la proprioception. Et on verra tout à l'heure en détail quels sont ces 3 aspects dédiés à la proprioception. Et puis au fil du temps, eh bien, on va pouvoir augmenter les contraintes, et les contraintes vont bien évidemment être, ça c'est quelque chose de classique, en lien avec le renforcement musculaire, et on va être amené à travailler le patient tout d'abord en décharge, puis en bipodal, puis en unipodal, sur des modes excentriques, concentriques et purement fonctionnels. Et puis bien évidemment, à la fin, eh bien, ce patient sera en capacité de mettre en activité l'ensemble de sa chaîne du membre inférieur. Et là, ce sera tout le travail dynamique qui se terminera par la réathlétisation. Alors, si on vient sur les fonctionnalités telles qu'elles vous ont été présentées, sur le versant proprioceptif, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir 3 fonctionnalités qui vont être dédiées à cette proprioception. Et la première d'entre elles, celle que vous voyez, qui est entourée par cet ovale orange, c'est la proprioception de repositionnement. En gros, pour bien comprendre, elle va permettre d'aller évaluer, puis de rééduquer ce qu'on appelle l'acuité proprioceptive. C'est la capacité des capteurs de la cheville à détecter un déplacement angulaire au niveau de l'arrière-pied sur un mode tridimensionnel. Et cette discrimination, cette sensibilité doit être de l'ordre de déplacement en inversion ou d'éversion en deçà de 2 degrés. Les études scientifiques qui ont été faites à ce sujet nous donnent un chiffre de 1,7 degré. On est parti sur 2 degrés. Donc une cheville qui détecte correctement va pouvoir informer le système nerveux central lorsqu'on a fait un mouvement de 2 degrés en inversion et en éversion. Donc c'est ce qu'on va faire avec cet élément. Vous voyez votre sujet qui est assis sur une chaise. Il a pour consigne de ne plus bouger la hanche et de ne plus bouger le genou. Et il va suivre le mouvement qui lui est imposé par l'articulateur. Il va faire des mouvements d'inversion et d'éversion. Et à partir de là, eh bien, par l'intermédiaire de ce que vous a présenté Benjamin, la prise de mesures physiques, eh bien, on va pouvoir les transformer par l'algorithme en des paramètres physiologiques. Donc tout simplement, le patient va devoir amener la bille rouge qui se déplace latéralement sur une cible verte qui est présentée par le logiciel. Et il va devoir, une fois qu'il aura identifié cette position, les yeux fermés, retrouver cette cible avec une erreur inférieure à 2 degrés. Donc s'il fait une erreur qui est inférieure à 2 degrés, il aura des points positifs. S'il fait une erreur qui est comprise entre 2 et 4 degrés, il aura 5% de pénalité. Et lorsqu'il fait une erreur supérieure à 4 degrés, il aura 10% de pénalité. Donc il fait son test sur 10 essais, et à partir de là, eh bien, le logiciel retient son score et va pouvoir, comme vous le voyez ici, implanter le résultat directement sur le radar et donner sa performance. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Vous voyez, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, chaque fois qu'on démarre l'application, il y a l'explication des réglages, il y a des consignes à respecter. Vous voyez votre patient qui qui va chercher à partir de la position cible, à partir de la position neutre, la position de cible, elle disparaît, il revient en position neutre, il ferme les yeux, et les yeux fermés, il doit aller se repositionner sur ce qui était préalablement affiché. Lorsqu'il est bien, vous avez une validation. Lorsqu'il a une erreur, il va avoir des pénalités. Voilà un sujet qui, pour l'instant, a des scores qui sont plutôt satisfaisants. Et puis, à partir de là, lorsque le score, les essais sont terminés, là, vous voyez, il ne reste plus qu'un essai, il va arriver au dernier
dernier essai, et automatiquement, eh bien, vous avez le calcul du score qui s'affiche et qui va également s'enregistrer sur le radar et permettre de mémoriser la performance qui pourra être ensuite rédigée, imprimée sur un bilan et transmis au prescripteur. Deuxième fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle la proprioception de dissociation. Donc c'est bien d'avoir des capteurs performants, faut-il encore aller les solliciter, hein, c'est comme on le disait tout à l'heure, si vous êtes sur un outil multidirectionnel et que vous sollicitez que les capteurs de la hanche ou du dos, vous n'avez pas les moyens d'améliorer la proprioception de la cheville. Et bien là, tout simplement, pour avoir une bonne sollicitation des capteurs qui se trouvent dans la soutalienne, et essentiellement au niveau du ligament en haie, au niveau du sinus du tarse, il faut avoir ces deux éléments essentiels qu'on a présentés. Il faut avoir un ancrage métatarsien, une stabilité de la palette métatarsienne, et puis à l'arrière-pied, avoir un repositionnement tridimensionnel. Il faut que ce calcaneus et ce talus se mobilisent sur un mode tridimensionnel autour de l'axe de Encke pour aller solliciter les capteurs au niveau du sinus du tarse. Donc là, ce qu'on va aller évaluer, vous allez voir, le patient est en appui unipodal après avoir fait un essai en bipodal. Il va devoir, sans bouger son avant-pied, mobiliser son arrière-pied et positionner alternativement la bille rouge sur les deux cibles vertes. S'il le fait sur un mode tridimensionnel, eh bien, la bille va pouvoir se diriger et se conduire sur les cibles qui nous intéressent. S'il est sur un mode plutôt bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il fait des mouvements de pronation et de supination, eh bien, on le saura avec une bille qui va dériver et il sera dans l'incapacité de réaliser l'exercice. Donc, je vous laisse voir un petit peu comment ça fonctionne. Toujours pareil, on vient sélectionner la fonctionnalité, vous avez les consignes, les explications, les réglages, et puis votre patient va commencer, en appui unipodal, à déplacer alternativement avec des difficultés croissantes, et là c'est essentiellement l'amplitude qui va augmenter, et bien va être amené à positionner sa bille rouge une fois sur la position de départ, position neutre, et l'autre fois sur la position qui lui est présentée selon l'amplitude que le thérapeute a sélectionnée. Donc là, les choses se passent plutôt bien, et puis vous allez voir progressivement, voilà, votre sujet qui dérive, qui n'arrive pas à positionner sa bille correctement, c'est parce que l'ensemble du pied est en train de faire une mobilisation et qu'il n'est pas dissocié entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Donc toujours pareil, l'ensemble du test se déroule et en conclusion va venir s'afficher le score et être mémorisé dans le bilan qui sera ensuite envoyé au prescripteur, à l'entraîneur ou au patient lui-même. Troisième fonctionnalité, proprioception fonctionnelle. Donc là c'est un peu l'ensemble de ce que l'on a vu auparavant et qui rejoint ce qui était mis en application dans la rééducation classique, c'est-à-dire cette boucle de détection, d'intégration au niveau du système nerveux central et la mise en place des stratégies de rééquilibrage ou de repositionnement adaptées qui permettaient au patient de pouvoir se stabiliser. Là, de la même façon, le patient va être en appui unipodal, les mains sur les hanches, avec consigne de genou tendu et de ne pas faire des gestes sur les segments sous-jacents, et en restant mobilisé, polarisé sur sa cheville, venir en permanence maintenir cette bille rouge à l'intérieur de la surface verte qui lui est présentée. Dans un premier temps, avec une surface plutôt étendue, il va pouvoir commencer son exercice sur deux pieds, avec les yeux ouverts, et puis au fil du temps, la difficulté va être la diminution. Vous voyez bien sur la vidéo les fibulaires qui se tendent et qui viennent creuser la loge externe de la jambe. Eh bien, le patient, sur cet exercice, va devoir tout simplement maîtriser cette bille rouge, les yeux ouverts puis les yeux fermés, sur deux pieds puis sur un pied, à l'intérieur de la surface qui lui est proposée. On lance le test qui dure 20 secondes. Au bout de 20 secondes, on vient calculer le temps qu'il a passé à l'intérieur de la bille, et c'est ce qui va déterminer sa performance. L'objectif étant qu'il ait un pourcentage d'au moins 75% pour pouvoir être considéré comme un test de qualité. Voilà, vous voyez affiché hyperpronation, effectivement le logiciel nous permet de calculer le temps que le patient va passer sur son rayon interne en hyperpronation, parce que nous savons également qu'un sujet qui a une perte de protection articulaire, un déficit défibulaire, c'est un sujet qui est renseigné au niveau de son système nerveux central, il n'en a pas conscience, mais son système nerveux central sait que
La bande externe, la mise en situation, on va dire, de supination, est un mouvement dangereux, et donc il adopte une stratégie qu'on appelle d'hyperpronateur fonctionnel. Il va se reposer en permanence sur son rayon interne pour éviter d'aller sur la bande externe qui est à potentialité lésionnelle. Donc à partir du moment où le patient sur cet exercice passe plus de 25% de son temps en pronation, on considère qu'il est hyperpronateur fonctionnel. Ceci nous a été amené par notre collaboration, on y reviendra tout à l'heure, notre collaboration étroite avec les clubs de foot professionnels actuellement, et entre autres l'AS Monaco, dont on parle beaucoup en ce moment. J'espère qu'ils vont à nouveau gagner le Paris Saint-Germain. Mais l'AS Monaco et Paris Saint-Germain également, l'Olympique Lyonnais, constatent que lorsque le patient est déficitaire, le sujet est déficitaire, et qu'il veut se protéger, il devient un pronateur fonctionnel. C'est pas parce qu'il ne fait plus d'entorse qu'il est particulièrement protégé, mais c'est bien souvent parce qu'il a pris ce mode de protection anticipé, mais il reste toujours très très fragile, et il peut à la moindre entorse venir mettre en place des dégradations ligamentaires très importantes. Donc sur cette première synthèse, les exercices 1 et 3, comme vous avez vu, permet d'évaluer et de rééduquer la proprioception, mais de façon fine, de façon très spécifique, puisque vous avez vu qu'il y a 3 fonctionnalités qui sont essentielles. Et puis, à partir de là, eh bien, on pourra venir scorer, comme on dit classiquement, scorer la performance du patient. Et lorsqu'il est en deçà de 75% sur ces 3 fonctionnalités, eh bien, il y aura un déficit qu'il faudra combler par des exercices qui seront les mêmes et sur lesquels le patient s'appuiera par le feedback motivant et particulièrement sollicitant pour une récupération de qualité. Alors maintenant, deuxième version, renforcement musculaire. Donc le renforcement musculaire, c'est l'évaluation des capacités à protéger l'articulation, et on l'a vu, on insiste là-dessus puisque c'est un test qui est vraiment spécifique. Évaluer la capacité de production de force ou éventuellement déceler un déficit des fibulaires en charge, en excentrique et sur toute l'amplitude de l'inversion. C'est ces 3 paramètres qui sont essentiels, et c'est uniquement lorsque le patient est capable de faire l'exercice dans ces conditions, en appui unipodal, c'est-à-dire avec toute la charge du poids du corps, eh bien qu'on considérera qu'il est suffisamment protégé pour aller sur les terrains sans aucune arrière-pensée. Première chose essentielle dans cette rééducation et cette évaluation, il faut absolument que le patient ne soit jamais en situation d'échec. Donc on va l'accompagner par une mise en charge progressive du membre qui va travailler. Et vous voyez, on part d'un appui bipodal avec une répartition 50-50 entre le pied sain et le pied qui est en train d'être rééduqué. Et progressivement, on va décharger le côté sain pour amener en charge le pied qui travaille et finir, comme vous le voyez en haut de l'escalier, finir avec un poids de corps à 100%. C'est essentiel pour pouvoir réaliser l'exercice correctement, et c'est lorsque le patient sur un pied est capable de faire au moins un mouvement excentrique correct et une remontée concentrique explosive correcte qu'on pourra l'évaluer correctement et le rééduquer dans des conditions satisfaisantes. Si on chante cette étape, si on le met directement en situation unipodale, la plupart du temps, les compétiteurs vont essayer de réaliser. Je vais réussir. Moi, je vais réussir. Mais eux aussi vont réussir à faire l'exercice, et ils vont faire l'exercice en faisant des compensations. La première compensation, c'est d'aller tout de suite faire une flexion plantaire, poser le pied au sol et faire secondairement le mouvement d'inversion. Puis la deuxième compensation, bien souvent, c'est un transfert du bassin où éventuellement ils viennent se positionner sur l'arrière de la semelle pour diminuer le bras de levier. Donc il y a un rôle du thérapeute qui est essentiel à ce moment-là pour accompagner le patient et détecter les compensations. Une fois que les choses sont acquises, bien, le patient est autonome et il peut faire ses exercices sans aucun contrôle du thérapeute. Donc une fois qu'on a notre patient qui est en capacité de le faire, donc vous voyez tout d'abord la fonctionnalité renforcement excentrique. Le patient, après cette progression, va se retrouver en appui unipodal, contrôler son équilibre contre le mur, et il va devoir faire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ces mouvements excentriques, fluides, lents, sur l'ensemble de l'articulation, de l'amplitude, sur un mode excentrique, avec une obligation,
c'est de maintenir la bille rouge au-dessus de la barre qui lui est proposée. Alors là, il y a un élément qui est très important, qu'il faut que vous ayez présent à votre esprit et qui a été un peu l'objet de l'étude qu'on vous a présentée dans Clinical Biomécanique, c'est qu'il a été montré qu'un patient stable est capable de maintenir son mouvement excentrique, son mouvement freinateur, voilà comme vous le voyez sur la vidéo, avec un pic de vitesse qui est inférieur à 60 degrés par seconde. Les patients instables sont dans l'incapacité de pouvoir maintenir, quel que soit leur niveau, quel que soit leur sport, sont dans l'incapacité de maintenir cette bille à un pic de vitesse inférieur à 60 degrés par seconde. Donc l'exercice en évaluation, c'est le patient est-il capable, pendant ces tests ou ces répétitions, de contrôler cette bille au-dessus de la barre qui est positionnée à 60 degrés par seconde, ou est-ce qu'il va chuter rapidement et venir être pénalisé lorsqu'il franchira la barre qui est le seuil à ne pas franchir. Donc vous voyez là votre patient qui reste sur les mouvements d'inversion au-dessus du seuil, et donc il est en train de comptabiliser des points positifs en turquoise, et lorsque le patient chute et que la bille franchit la frontière, eh bien il va comptabiliser des points négatifs. Et la fin du test, qui est 20 répétitions, va venir nous donner la performance par rapport à un pourcentage, et ce pourcentage devra être comme au préalable, comme précédemment, d'au moins 75%. Voilà, le dernière répétition, notre patient est à 65%, donc c'est un score qui est un petit peu insuffisant, il va devoir travailler pour pouvoir être capable d'obtenir au moins 75%. Le renforcement concentrique, c'est le contraire. Comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, le renforcement excentrique, lui, en rééducation, est suffisant pour renforcer sur un mode excentrique et concentrique. Le renforcement concentrique pur, tel qu'il est ici, est important dans le domaine sportif, dans le domaine de l'explosivité du pied. C'est un test qui sert tout particulièrement aux sports de saut, comme le handball, le basket, le sprint ou le tennis, où le pied est un élément essentiel pour pouvoir faire une propulsion explosive. Donc c'est pour ça qu'il est ici, il est conservé, et il est fortement utilisé dans le domaine du sport amateur ou le sport professionnel. Et on le voit beaucoup également dans le domaine du trail, puisque beaucoup de trailers travaillent cette explosivité avec beaucoup de résultats satisfaisants. Voilà, on va passer rapidement sur ce renforcement concentrique, puisque le principe est le même. Et puis si vous êtes intéressé, nous sommes à votre disposition pour nous rendre dans vos cabinets, vous faire des présentations qui durent 1 heure généralement et qui vous permettent, avec un patient qui pose problème au niveau de cheville, de mettre en place un véritable bilan et puis de vous permettre de comprendre comment fonctionne le logiciel et le dispositif. Le dernier, c'est le renforcement fonctionnel. Et le renforcement fonctionnel, lui, il va être en quelque sorte la synthèse de tout ce qui a été fait auparavant. Et il va nous donner un aperçu, une vision de ce que le patient est capable de faire au moment où, sur le terrain, il sera en train de faire une entorse de la cheville. Le patient est toujours dans la même position, avec les réglages bien spécifiques, et sur l'écran, eh bien, se déroule une sinusoïde, et son objectif est de maintenir la bille rouge à l'intérieur de ce chemin, de façon à ce que le chemin reste en couleur turquoise. Chaque fois qu'il va en sortir, eh bien, la couleur va changer, un bip viendra le renseigner sur le mauvais positionnement de cette bille rouge. Et vous allez voir que l'exercice qui vous paraît un petit peu un jeu ludique, eh bien, qui a été développé entre autres avec le laboratoire d'Euromove à Montpellier, qui est un laboratoire européen et qui est spécialisé dans la boucle perception-action, et nous a permis de développer cette sinusoïde pour se focaliser sur la cheville. Et en réalité, lorsque le patient maintient sa bille à l'intérieur du chemin, eh bien, il vient travailler 4 propriétés. Tout d'abord, la qualité, comme on va le voir maintenant, excentrique pour descendre, la qualité concentrique pour remonter. Il va devoir maintenir la bille dans un espace étroit, donc c'est plutôt la coordination intramusculaire qui est proche de l'isométrique. Et puis, pendant qu'il fait son exercice, qu'il maîtrise sa bille, il doit prendre de l'information de façon automatique, visuelle, sur
la partie droite de l'écran, ce qui est, ce que vous disiez tout à l'heure Benjamin, le troisième axe de la reprogrammation sensorimotrice, c'est l'anticipation, c'est la capacité à proactiver et donc commencer à mettre en place des stratégies qui lui permettront de s'opposer à la déstabilisation à venir. Donc voilà, c'est un peu rapide, un peu dense, je vous dis à votre disposition pour en parler plus en détail, mais voilà ce qu'il faut retenir, et comme vous le voyez dans cette synthèse, voilà un outil qui nous permet effectivement d'aller mettre le patient en situation fonctionnelle, situation prélésionnelle, donc d'évaluer est-il capable de se protéger au moment où l'entorse va se produire, c'est ce qu'on a besoin de savoir, et à partir de là, venir développer les stratégies et les mécanismes qui vont lui garantir une stabilité articulaire efficace. J'ai beaucoup parlé, je laisse la parole à Benjamin. Dernier volet, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la possibilité pour le thérapeute de diagnostiquer les déficits, mais surtout la capacité de générer des rapports, séance par séance, et des séances, faire des comparaisons de séances. Donc ça, c'est un bouton qui permet de faire ça sur l'application, générer un rapport, et lorsque l'on fait ça, je vais vous passer une petite vidéo, vous allez voir que automatiquement, vous avez un bilan PDF qui est généré par l'application. Et ce bilan, après, il peut être facilement transférable au patient, au médecin prescripteur, au chirurgien, et cela vous permet à la fois donc de mettre en relation tous les acteurs de la chaîne thérapeutique, et ça permet aussi d'avoir une trace après chaque séance des séances qui ont été faites. Donc génère un rapport, vous le voyez à l'écran, simplement quand vous êtes sur le bilan qu'on vient de créer, hein, on vient de le faire en direct, le bilan de vos patients sur le versant propositif et musculaire, il suffit d'aller cliquer sur un petit bouton en bas et à gauche, créer, générer un rapport, et automatiquement vous allez avoir un PDF qui se crée, avec dessus tout le temps un rappel graphique de la séance, avec le nom, la date du patient et la date, et puis exercice par exercice, les performances qui ont été chiffrées, et puis un code couleur qui permet d'un coup d'œil de savoir si les performances ont été plutôt bonnes, ou au contraire si elles sont insuffisantes. Donc voilà simplement ce qu'il faut savoir là-dessus. Pour information, depuis peu, et ça c'est toujours aussi le travail qui a été fait avec les clubs de foot et notamment de l'AS Monaco, on a la possibilité de générer des rapports un peu plus bruts, hein, des données un peu plus brutes au format CSV, qui peut être ouvert sur Excel et qui donne accès à d'autres données en plus des performances chiffrées, qui sont le temps passé sur l'application, dans quelle situation le patient a travaillé, si c'est plutôt en bipodal, en unipodal, quel mode de difficulté, et cela après ça permet au thérapeute de faire un peu, de personnaliser un peu son suivi en fonction des paramètres qu'il souhaite approfondir. Autre chose que je disais, d'une part on peut générer des rapports séance par séance, comme je viens de vous le montrer, mais on peut également comparer des séances. Et évidemment là vous le sentez venir, ce qui est intéressant, c'est de comparer la séance initiale, hein, lorsque le patient arrive dans votre cabinet, et la séance finale, lorsqu'il repart. Donc c'est ce qui est illustré ici. Vous avez la superposition des deux séances, une en saumon clair et l'autre en saumon un peu plus foncé. Donc la saumon clair, vous vous en doutez, c'est la séance initiale, et la séance plus foncée, c'est la séance finale. On voit directement d'un coup d'œil le gain de performance sur le pied, en l'occurrence c'est le pied gauche. Et lorsque l'on fait la même manipulation, générer un rapport, eh bien, vous avez un bilan comparatif qui se crée, et toujours pareil, vous avez le graphique, et séance par séance, vous avez le gap, le delta, entre les deux séances. Comme ça, vous pouvez voir les améliorations, ou alors s'il y a des paramètres qui n'ont pas été totalement restaurés. Donc voilà, pour faire la synthèse un peu de tout ce qui a été dit, Mulux Evolution, c'est le premier outil de diagnostic en cabinet au niveau de la cheville pour identifier précisément et facilement les causes de l'instabilité chronique de cheville et de pouvoir quantifier ses déficits. Ça permet d'échanger avec la chaîne thérapeutique, et aussi ça permet de pouvoir faire des séances bilan. C'est un outil qui est utile pour le thérapeute en termes de bilan, hein, de chiffrage, et c'est aussi quelque chose qui est utile aux patients pour rendre plus motivant sa rééducation. On l'a dit, on a parlé vite fait aussi, hein, c'est un outil qui a été publicité par les clubs de sport de haut niveau, et notamment de l'AS Monaco, on va y revenir un petit peu dans un instant, et c'est un outil qui est aussi apprécié par toute la chaîne thérapeutique, notamment
du côté des prescripteurs, des chirurgiens médecins, qui peuvent avoir un retour de ce qui est fait sur les patients. Alors on en parle depuis tout à l'heure, donc effectivement on a la chance depuis quelques semaines d'avoir le témoignage du docteur Kuentz, qui est le médecin de l'AS Monaco, et qui nous a demandé d'intervenir pour apporter des solutions aux problèmes de cheville de ses joueurs, et ça depuis 1 an et demi. Effectivement, il avait 3-4 joueurs qui étaient en situation problématique, qui sur les tests classiques, et entre autres les tests isocinétiques ne montraient pas de déficit particulier. Et lorsque on a pu mettre en place des mesures, on s'est aperçu qu'effectivement les patients, enfin les sujets, les joueurs avaient un contrôle d'inversion qui était performant sur la course interne, mais qui était particulièrement déficitaire sur la course moyenne et la course externe. Et donc ces joueurs qui travaillent en permanence sur des crampons, qui sont toujours en course interne, développaient des mécanismes de stabilité performants, mais lorsqu'ils étaient en situation de déstabilisation, étaient vraiment dans l'incapacité de pouvoir maîtriser cette entorse et devenaient des récidivistes réguliers avec tous les enjeux et tous les problèmes que ça pouvait porter pour leur intégrité et puis également sur le bon déroulement de la vie du club. Donc vous pouvez, je vous invite, vous pourrez voir ce témoignage dans sa totalité, là en allant sur le site, sur le lien pardon, de la chaîne YouTube. Et le docteur Kuentz vous présentera également pourquoi il a fait appel au dispositif, comment ont été mis en place les protocoles et quels sont ses résultats qu'il peut présenter actuellement. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que cette présentation est rapide, dense. Rien n'est plus pédagogique que, d'une part, voir le produit, l'essayer, le tester avec un patient qui possède des problèmes au niveau de sa cheville. Et donc, nous sommes à votre disposition pour nous rendre dans vos cabinets. C'est ce que nous faisons tous les jours. Donc, nous avons une équipe de commerciaux qui se déplacent dans vos cabinets et puis qui viennent vous présenter le dispositif dans son utilisation et dans ses applications. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous serons très très heureux de pouvoir vous rencontrer à cette occasion. Et puis enfin, une dernière information, c'est ce livre qui a été mis en place, qui est paru en fin 2015, qui a été coordonné, dirigé par deux éminents chirurgiens de la cheville, qui sont Yves Tourné à Grenoble et Christian Mabi à Limoges. Et je pense que ceux qui sont intéressés par la cheville et l'instabilité de la cheville trouveront dans cet ouvrage tous les éléments actualisés et tous les éléments qui viendront leur apporter des informations très très précieuses dans la compréhension de la cheville, qui va de l'anatomie, la biomécanique, jusqu'à la pose d'une prothèse de cheville lorsqu'on a parcouru tout le dédale un peu difficile et infernal que peut suivre le patient porteur d'une instabilité chronique de cheville. Quelques informations simplement pour rester informé, donc soit par internet sur le site mulux.com, sur Facebook et LinkedIn, également une adresse mail qui s'affiche, contact@physio.com ou par téléphone. Et puis comme on l'a répété tout au long de la présentation, il y a les chaînes YouTube de Mulux et de l'Académie d'Achille où vous avez plein de vidéos, plein de témoignages, des intervenants, tous acteurs du milieu de la rééducation et de la prise en charge des pathologies de la cheville sur la chaîne YouTube donc, de l'Académie de la cheville et du site Mulux. Donc voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et vous dire à bientôt. On était très heureux de vous accueillir encore nombreux ce soir. Vous avez la possibilité donc de nous poser toutes vos questions. Vous avez un onglet questions en bas et à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à les écrire et on va y répondre en direct. Donc on vous laisse quelques instants si vous souhaitez poser des questions. Voilà, encore quelques minutes avant de vous laisser aller manger éventuellement. Et puis, allez voir le match. Voilà, vous avez le choix maintenant entre deux matchs également à la télévision, le match des
les candidats à la présidentielle, et puis de l'autre côté du match de l'AS Monaco contre le LOSC en Coupe de France, pardon. Donc voilà, je vous laisse choisir ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que nous avons des questions, Benjamin? Ah bah, a priori, non, pas de questions. Pas de questions. Donc a priori, vous êtes soit pressé de voir le match, soit le débat présidentiel, soit d'aller manger. Ou alors peut-être qu'on a été suffisamment clair. Aucune question. On va écouter, nous vous remercions encore de votre attention. Nous avons été très heureux de passer cette petit début de soirée ensemble. Je vous rappelle que lorsque vous allez quitter la session, vous aurez un questionnaire. Donc merci d'y passer encore quelques secondes. Et puis, écoutez, passez une excellente soirée et peut-être au plaisir de vous avoir à l'occasion d'une des nombreuses formations en ligne que nous effectuons dans le cadre de l'Académie de la cheville, où là sont présentées des connaissances véhiculées par des spécialistes de la cheville, chirurgiens, médecins du sport, kinésithérapeutes ou chercheurs. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.